Bon, j'espère que vous avez profité de votre pause. On va reprendre. Que vous êtes en forme. Alors, j'ai regardé, plutôt que de repartir sur l'algorithme d'Euclide, je préfère qu'on le refasse ensemble. Il y a une preuve que je voulais vous montrer, mais à distance, c'est peut-être quand même pas si simple que ça. Donc dans le cours, je vous montre juste ça. Dans le cours tel qu'il est organisé, vous avez le lemme de Bezout. On le fera juste après. Ce que je voulais d'abord vous montrer, c'était l'algorithme d'Euclide, puisqu'on en a déjà parlé et qu'on a programmé même. D'accord? Je voulais simplement vous démontrer pourquoi il fonctionne, pourquoi il donne bien le PGCD. Bon, réflexion faite, vous voyez, c'est l'algorithme qu'on a écrit sur Python la dernière fois. Réflexion faite, on le fera ensemble mardi, je pense. Ce sera une démonstration qu'il faudra regarder. Et ce qui sera assez original, c'est qu'on va faire une démonstration algorithmique. On va faire une démonstration mathématique, strictement. Alors, je vous rassure, la démonstration algorithmique est tout à fait valable. Et en mathématiques, d'ailleurs, on utilise de plus en plus le concept d'algorithme, c'est-à-dire on informatise en quelque sorte un petit peu les preuves mathématiques. Et vous verrez que c'est très rapide et très efficace. D'accord? On verra ça mardi. Alors, ce que je vous propose pour terminer sur des choses un peu plus simples et pour ceux qui sont, voilà, qui trouvent que c'est un peu peut-être théorique, on va faire tout simplement des petits exercices sur les nombres premiers, qui sont très abordables. Donc, ceux qui ont leur livre, vous pouvez le prendre. Alors, je vais vous donner la page. Attendez, il faut que je retrouve moi aussi. Voilà, c'est la page 170. Je vais vous l'afficher à l'écran. Donc ceux qui ont le livre, vous le prenez. Donc page 170, il y a des petits exercices sur les nombres premiers qui vont nous permettre de les manipuler, d'utiliser des théorèmes de décomposition ou d'autres choses. D'accord? Donc on va commencer par les exercices 14. Alors, on va faire le 14, le 16 et le 17. Alors le plus facile, bon, je pense que c'est peut-être le 17. D'accord? Donc on fait le 14, le 16 et le 17. Donc je vous les laisse chercher. D'accord? N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis on fera un petit bilan. Alors on va commencer par le 17 si vous voulez bien. D'accord? Donc on va commencer par l'exercice 17 qui est le plus facile. Alors la troisième question qui était un peu plus dure, en plus on vous donne une indication. Donc vous cherchez le 17. Si jamais vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez regarder du côté du 14, mais normalement c'est le. Enfin je trouve que c'est plus facile. Voilà. Allez, je vous laisse chercher. Et puis n'hésitez pas à me appeler à l'aide si vous êtes paumé. Hein? Allez, je vous laisse 3-4 minutes pour chercher ça. Donc que dit l'énoncé? Donc on vous demande vous avez trois nombres ABC. On vous demande de démontrer qu'ils ne sont pas premiers. Alors concernant A et B, en plus c'est des nombres qui dépendent de n. Hein, donc on n'a pas de procédé expérimental d'algorithme qui pourrait nous permettre de tester s'ils sont premiers. Donc il va falloir vraiment produire du raisonnement, mais on va donner des arguments très simples. Ensuite, pour le nombre C, on vous donne une indication. Utilisez la congruence modulo 11. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Allez, c'est parti. Je vous laisse chercher 4-5 minutes. Un peu plus si vous le souhaitez, vous me le direz. Hein? Et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Ou si vous êtes planté. C'est parti. L'avantage de l'exercice étant qu'on sait où on doit arriver. On sait qu'on doit démontrer qu'ils ne sont pas premiers. Ce serait un peu plus difficile si on vous avait dit sont-ils premiers avec un point d'interrogation. On vous dit déjà qu'ils ne sont pas premiers. Déjà pas mal, ça doit vous mettre sur la voie.
Alors pour le petit 1, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des pistes pour expliquer que le nombre A n'est pas premier? Alors Romain, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Si tu peux écrire l'idée en 2 mots peut-être, ou éventuellement si tu as un micro, prendre la parole. Alors c'est un multiple de 3. Waouh, comment tu sais ça? 4 puissance n égale 3 plus 1 puissance n. Ouais, bon, et alors? Est-ce que Clément suggère que 3 plus 1 puissance n, c'est la même chose que 3 puissance n plus 1 puissance n? Ce qui m'a l'air un peu scabreux, à vrai dire. Alors le problème, c'est que bon, Clément propose de partir de là. On peut y arriver en partant de là, mais une fois que vous avez trouvé que c'est un multiple de 3, alors comment on peut le trouver d'ailleurs que c'est un multiple de 3? Vous pouvez faire des tests. Alors testons pour n égale 0. D'accord? Donc pour n égale 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? Pour n égale 0. Ah non, on n'obtient pas 0. Ah si, pardon, on obtient 0. N'importe quoi. A égale 0. Bon, alors, effectivement, c'est bien un multiple de 3. 0, c'est 3 fois 0, mais c'est pas ça qui va nous donner l'idée. D'accord? Il faut essayer d'autres valeurs. Pour n égale, allez, on va prendre une valeur au hasard, n égale 1. On a a égale 3. D'accord? Si vous prenez n égale 2, vous avez a égale... Alors, on calcule, 4 au carré 16 moins 1, ça fait 15. D'accord? N égale 3. 4 puissance 3, bon, ça commence à faire un peu beaucoup, mais ça fait 64 moins 1, ça fait 63, tout à fait, c'est encore un multiple de 3. Donc bon, on peut se dire que c'est légitime de penser que c'est un multiple de 3. D'accord? La première chose. Donc on peut le mettre, en fait, ce qu'ont fait vos camarades, c'est établir ce qu'on appelle une conjecture, c'est-à-dire un truc qu'on peut supposer, voilà, est-ce qu'apparemment, on voit que c'est un multiple de 3. Conjecture, A est un multiple de 3. Alors là, on a la remarque fort à propos de M. Bataille, qui dit que 3 est bien un nombre premier. D'accord? Alors c'est quoi l'intérêt de conjecturer ça, Claire? C'est que ça va nous donner une idée. Si je veux démontrer que c'est des multiples de 3, eh bien, je vais travailler modulo 3. Je vais utiliser mes connaissances sur les congruences. Donc, l'idée, en fait, le fait de voir ça, ça pourrait vous amener à la chose suivante, c'est de dire qu'on va travaillons alors, modulo 3. Et vous allez voir que on va obtenir quelque chose d'assez rapide et efficace parce qu'on a observé ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Si vous écrivez A, A c'est donc 4 puissance n moins 1, d'accord? Si je travaille modulo 3, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je sais que 4, je peux le remplacer par 1. Donc c'est congru à 1 puissance n moins 1, modulo 3. Vous voyez je dirais la force ou la puissance de la théorie sur les congruences. Je sais qu'il faut travailler modulo 3. Enfin, j'essaye de travailler modulo 3. Mais ça fait combien 1 puissance n? Ça fait 1. Donc finalement, tout ça, ça peut dire que c'est congru à 0. Et j'ai démontré en une demi-seconde que A était un multiple de 3. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut dire? A n'est pas premier. Alors quels sont les multiples de 3 qui ne sont pas premiers? Eh bien, tous sauf 3. D'accord? Donc très bonne remarque de Mathieu. 3 est un nombre premier. Donc pour n égale 1, vous obtenez bien un nombre premier. Donc si je relis l'énoncé est faux. D'accord? On vous affirme que les nombres suivants ne sont pas premiers pour tout antinaturel n, c'est faux. Pour n égale 1, A ça fait 3 et c'est premier.
D'accord? Donc l'énoncé était faux. Alors en fait, c'est une imprécision. Je pense que celui qui a rédigé l'exercice n'a pas fait attention à ça. Alors je vais vous montrer pourquoi il n'a pas fait attention à ça en vous montrant une deuxième méthode. Deuxième méthode à laquelle vous auriez pu penser. Est-ce qu'il y en a qui ont fait autrement? Tiens, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre méthode à proposer pour démontrer que A n'est pas premier, sauf si N est égal à 1? Est-ce qu'il y en a qui ont une autre méthode? Alors vraiment, il y a un truc qui aurait pu vous sauter aux yeux, c'est qu'en fait, derrière ce 4 puissance n-1, et on a fait tout un cours sur les polynômes, se cache la possibilité d'une factorisation. Se cache une formule, en fait. D'accord? Je vous rappelle que pour démontrer qu'un nombre n'est pas premier, il faut l'écrire comme un produit de deux autres nombres. Donc en gros, écrire quelque chose sous forme d'un produit, ça s'appelle factoriser. D'accord? Donc la deuxième méthode, on pourrait dire qu'on factorise. Alors comment on va factoriser 4 puissance n-1? Quelle formule je vais utiliser? Je vous laisse réfléchir. À vous. Je vous laisse quelques instants. Essayez de voir comment on peut factoriser ce truc. Quelle formule je vais pouvoir utiliser. Alors je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que certaines formules qu'on a vues cette année. Hein. C'est juste une formule du collège même. Ouais, c'est plus simple que ça même. N'oubliez pas qu'il faut, il faut factoriser. Donc, quelles sont la formule de factorisation que vous avez vue au collège? Elle est plus simple que A puissance n moins B puissance n. C'est même un cas particulier tout simple. C'est quoi? En fait, c'est bien la formule A puissance n moins B puissance n, mais dans un cas particulier. Qu'est-ce qu'on prend comme valeur de n? Qu'est-ce qu'on va faire apparaître? Factoriser. Voilà, on va faire juste apparaître des carrés. Tout à fait clair, donc on va écrire A égale 2 au carré. Alors le tout à la puissance n, évidemment. Voilà, puissance n, moins 1 au carré. Si vous préférez, c'est 2 puissance n au carré. Ah, ça revient au même, hein, parce que la puissance, en fait, c'est 2n. D'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait d'écrire comme ça, c'était moins débile. 2 puissance 2n, d'accord? 2 puissance 2n, c'est jamais autre chose que 2 puissance n au carré. Ah ouais, je fais vraiment apparaître la formule A2 moins B2, formule du collège. Ah, il s'en est passé des choses au collège. Hein. Moins 1 au carré. Donc on peut le factoriser. Et comment on va le factoriser? Ben, je vous laisse terminer. Comment ça se factorise? Qui c'est qui me le dit? Qu'est-ce que je dois écrire maintenant? Alors, très bien, monsieur Bourrier, c'est 2 puissance n moins... Alors, je vais commencer par le moins 1 si ça vous embête pas, mais ça revient au même. Hein. Facteur de 2 puissance n plus 1. Alors là, je vous disais, on l'a factorisé. Est-ce que ça prouve qu'il n'est pas premier? Hein? Je l'ai écrit comme le produit de deux nombres. Donc il n'est pas premier.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de raconter? A égale quelque chose fois quelque chose, donc il n'est pas premier. Ça suffit. Vous êtes d'accord? Bah, vous vous souvenez que je viens de dire que le collègue qui avait écrit l'exercice avait fait une petite erreur? Bah, c'est celle-là. Non, ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Pourquoi d'écrire ça, je peux pas simplement conclure qu'il n'est pas premier? Tout petit piège. Et oui, il faut qu'il y ait des diviseurs stricts, il faut que les nombres, voilà, il faut que les nombres qui le divisent soient des diviseurs stricts, d'accord? Autrement dit, il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui soit égal à 1, et l'autre du coup serait égal à A d'ailleurs. Donc on peut en conclure que A n'est pas premier, uniquement, et c'est la bonne remarque, si ces nombres, il faut que ces nombres soient des diviseurs stricts, les deux à la fois, ok? Le problème c'est que si vous avez 2 puissance moins n moins 1 qui fait 1, et bien 2 puissance n moins 1 n'est pas un diviseur strict. Et 2 puissance n plus 1 non plus, puisqu'il est égal à 1. D'accord? Donc le problème, c'était de se rendre compte qu'il fallait bien vérifier qu'aucun des deux facteurs ne pouvait être égal à 1. Et bien malheureusement, ça se produit. Ça se produit quand n fait 1. D'accord? Donc là, on en conclut que lorsque n est... Lorsque n est différent de 1, qu'est-ce qui va se produire? Bah, 2 puissance n moins 1. Alors, on va voir. Ouais, alors attendez, excusez-moi une petite seconde. Lorsque n est... Alors, parce que je réfléchis juste au cas n égale 0. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? Vous avez moins 1 fois plus 1. Donc, c'est pas des diviseurs stricts non plus, mais donc ça donne 1, donc il n'est pas premier quand même. Alors, pour pas s'embêter, on va dire... On va commencer par dire lorsque n est strict supérieur à 1, qu'est-ce qui va se produire lorsque n est strict supérieur à 1? Donc 2 puissance n moins 1, combien il fait au minimum? Lui, bah, il est plus grand que 1 strictement. D'accord? Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est plus petit que n. Donc c'est un diviseur premier. Oh, il est plus petit que 1, excusez-moi. Comment je sais qu'il est plus petit que 1? Strictement. Ah, on fait des petits raisonnements. Peut-être ça vous perturbe ça. Comment je sais que 2 puissance n moins 1 est strict plus petit que 1? 4 est plus grand que 2. Waouh. Certes, c'est vrai ce que tu dis. Mais je vois pas le rapport. Alors en fait, 2 puissance n moins 1, il peut pas être égal à A. Pourquoi? Bah regardez, si lui il fait A, comment il fait l'autre? Il fait plus que A? Bah c'est pas possible. Parce que le produit, ça doit faire A. D'accord? C'est des nombres entiers, hein. Donc, bon, enfin, je chipote un peu, mais on peut affirmer que 2 puissance n moins 1 ça fait plus que 1, et que l'autre, forcément, ça fait moins que A. Donc c'est bien un diviseur strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A n'est pas premier. D'accord? Lorsque n égale 0, c'est un truisme que depuis... Ça t'a plu, hein, le mot truisme. Si A égale 4 puissance n moins 1, c'est un truisme que 2 puissance, j'ai pas compris, est inférieur à 1. Alors, non, c'est pas un truisme, il faut que je justifie un petit peu. Alors pourquoi? On va le mettre en effet, regarde. En effet,
si 2 puissance n-1 est égal à A, on aurait 2 puissance n plus 1 égale 1. D'accord? Si lui, il fait A, hein, quand on écrit la décomposition de A comme un produit de deux nombres, si tu as ça qui vaut A, ben lui, il est obligé de valoir 1. Ce qui est un peu problématique, d'accord? 2 puissance n, ça fait pas 0. Ce qui est impossible. Ok. Donc non, c'est pas un truisme, il faut quand même le justifier. Ça vous aide plus le mot truisme. Alors, il y en a un qui voit plus rien. Alors, c'est déconnexion, reconnexion, Abdelhakim. Vous voyez les autres? Ok. Et c'est donc un diviseur strict. Ok. Alors, on peut préciser, ce que j'ai laissé tomber, c'est le cas n égale 0. D'accord. Donc, lorsque n est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce que vous obtenez? On peut carrément calculer, hein, ça fait combien, hein? Ben, remplacer n par 0, ça fait a égale 0. D'accord? N'est pas premier. N'est pas premier. Mais, pour n égale 1, ça reste vrai, hein. Mais pour n égale 1, A est premier. Donc l'énoncé est faux, hein, ça, on retrouve ici. Ok, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous avez décomposé A, ça qui est important, vous ne pouvez pas en conclure directement que A n'est pas premier. D'accord? Il faut faire attention qu'un des deux nombres ne soit pas égal à 1 et l'autre ne soit pas égal à 1. Alors dès que n est plus grand que 1, c'est pas possible. Parce que lui est trop grand. Hein, et puis c'est pas lui qui peut être égal à 1 de toute façon. Donc il y a un vrai diviseur. Mais il fallait étudier ce cas de figure. Ce qui a été oublié par les collègues qui ont rédigé cet exercice. Alors bon, à l'heure des charges, quand on écrit un livre, on rédige 498 exercices et ça peut arriver qu'on passe au travers. Mais c'est pas bien quand même. Ok, pour le petit 1. Bon, on a passé pas mal de temps. Allez, on va s'en faire un autre quand même. On va continuer. Me chercher le petit 2. Alors là, pour le petit 2, on peut peut-être s'inspirer de la deuxième méthode, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut factoriser? Vous êtes maintenant les pros de la factorisation des polynômes, je crois. C'est ça? À vous. Oui, peut-être que je laisse quand même à l'écran ce qu'on vient d'écrire. Si c'est trop petit, faites un petit zoom à ce qui est écrit à droite. Je suis obligé de mettre à 100%. Ah, il y en a un qui a factorisé. Ah, monsieur de Grémont, essayez de faire apparaître la différence de deux carrés. Ben, il est fort, hein. Alors, il nous a fait une factorisation canonique. Ok. Est-ce qu'elle est juste la factorisation canonique? Elle a l'air juste. Alors, j'ai juste une petite remarque, Charles. Est-ce que tu te souviens des formules qui donnent les sommes et les produits des racines? Comment ça marche, cette histoire? Ce que tu as écrit, c'est juste, hein. Tu aurais pu aller jusqu'au bout de la factorisation, d'ailleurs. Ah, alors, comment on trouve les sommes et les produits des racines? Il y en a qui s'en souviennent? Bah, ça fait plaisir, hein. 3 mois après, vous avez tout oublié, 2 mois même.
Ouais, très bien, Zacharia, c'est n-1 fois n-5. En fait, vous avez vous avez deux racines, hein, on peut l'écrire comme l'écrit romain aussi. En fait, sauf que là, bon, ça s'appelle n dans l'énoncé et pas x, hein, mais ce que tu as écrit, c'est bon. Pardon. Donc effectivement, vous avez vu des choses sur les polynômes du second degré. Alors ce qu'a écrit Charles, en fait, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Voilà, qui après permet de factoriser et de trouver la forme factorisée. Bon, vous n'avez pas utilisé le discriminant, c'est déjà pas mal. Mais dans un exemple comme ça, maintenant, il faut que vous pensiez à somme et produit des racines. D'accord? Alors je vous rappelle la petite propriété qu'on a revue cette année. Hein. D'accord? Donc un petit rappel. Je vais agrandir l'écran, vous verrez mieux. Rappel. Les racines de x carré moins sx plus p. Ouais, s et p sont des nombres. Hein. Sont les nombres. Alors je les appelais alpha 1 et alpha 2. Hein. Y, ça fait toujours mieux. Ça fait la classe. Ah mince, tout effacé. Ce sont les nombres alpha 1 et alpha 2. Qui sont tels que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 2, ça fait S. Et je vais faire un copier-coller, j'en ai marre de faire des alphas. Ça fait classe, mais c'est long à écrire. Et si vous faites le produit, vous allez obtenir P. D'accord? Donc pourquoi on appelle les coefficients S et P? Ben, S comme somme et P comme produit. D'accord? Faire attention, il y a un signe moins là. Donc on peut, voilà, on a vu ça, je vous l'ai rappelé cette année, vous l'avez normalement fait l'année dernière aussi. D'accord? Donc ici dans l'exercice, vous regardez l'énoncé, bah, ça saute aux yeux, la somme des racines ça doit faire 6, et le produit ça doit faire 5. Alors après il faut les trouver, hein. Donc deux nombres dont la somme fait 6 et le produit fait 5, bah, c'est 1 et 5, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on déduit de cela en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, l'expression, on va pouvoir factoriser. On peut factoriser n carré moins 6n plus 5. Alors, comment ça se factorise? Bah, vous connaissez vos deux racines, d'accord? Bah, du coup, c'est 1 et 5. Hein. Donc, vous obtenez n-1, facteur de n-5. Ok? Alors maintenant, la question, c'est du coup, est-ce que ça fait des nombres qui ne sont pas premiers? Ce que vous en pensez? Puisqu'il y a une factorisation, est-ce que ça fait des nombres qui ne sont pas premiers? What do you think? Je vous écoute, hein. Je fais des trucs là, mais je vous écoute. On peut factoriser. Allô, allô? Oula, tout le monde est crevé. Bon, voilà, c'est l'heure, 16h10. On termine juste ça. Donc, est-ce que n carré moins 6n plus 5, vu qu'on peut le factoriser, n'est pas premier? Voilà. Il ne sera pas premier si c'est des diviseurs stricts. Pour que ce soit des diviseurs stricts, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que le plus petit des deux, hein, qui est n-1, soit strictement plus grand que 1. Ah pardon, excusez-moi, je sais n'importe quoi, le plus petit des deux, c'est n-5. D'accord? Donc n carré moins 6n plus 5 ne sera donc pas premier. Dès que n-5, alors je prends volontairement le plus petit des deux, puisque je suis sûr qu'il n'est pas égal du coup à n carré moins 6n plus 5. Donc n carré moins 6n plus 5 ne sera donc pas premier, dès que n-5 sera un diviseur strict, c'est-à-dire dès que n-5
sera strict plus grand que 1. D'accord? Et ça fait quoi? En fait, passer le 5 de l'autre côté. Donc ça fait n strictement plus grand que 6. Et donc strictement plus grand que 6, c'est la même chose que supérieur ou égal à 7. D'accord? Donc là, on a démontré ce qui était demandé dans l'énoncé. Et c'est fini. Quand je vous remonte l'énoncé, d'accord? Démontrer que c'est un nombre premier pour tous les nombres supérieurs ou égal à 7. Ben, c'est ce qu'on vient de faire. D'accord? Dès que n est supérieur ou égal à 7, n-5 est un diviseur strict. Il est plus grand que 1, il ne peut pas être égal à n carré moins 6n plus 5. D'accord? Puisque comme il est plus petit que lui, il y aurait un problème. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va s'arrêter là aujourd'hui, on a quand même fait pas mal de choses. Donc pour mardi, je vous demande de voir la petite démonstration qu'on a déjà vue mardi, hein, qui démontre que le PPCM de deux nombres divise tout multiple commun de ces deux nombres. Essayez de la regarder. Reprenez ce qu'on a fait aujourd'hui, d'accord, les équations, la petite équation diophantienne. Je vous ai laissé aussi dans le cours un exemple, vous savez, avec les 3 méthodes à finir. Voilà. Et je vous demande, allez, pour mardi, ça fait quand même déjà quelques trucs, juste de finir l'exercice 17. Ok? Donc, je l'écris ici si vous voulez. Alors, à faire pour mardi. À faire pour mardi. D'accord? Donc, revoir la preuve. Je ne sais plus le numéro. 2, 2, 2, 1, 2, je crois. Un truc comme ça. Faire l'exemple avec les 3 méthodes. Alors je mettrai où c'est dans le cours. Hein. Et finir l'exercice 17, page 164. Ok. Bon, normalement, ça vous prend 5 minutes chacun. Voilà. Essayez de trouver un peu de temps pour me faire ça. Donc je vous mets... bon, je mets ça sur Pronote ce soir ou demain matin. Je vous mets le lien vers la vidéo aussi. Ok, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Habt ihr einige Fragen? Ist alles klar? Ah oui, pardon, j'aurais dû le mettre en PDF la dernière fois, mais alors je t'explique clair, le souci que j'ai, c'est qu'en PDF, le fichier devient beaucoup volumineux, enfin trop volumineux, et du coup, Pronote des fois me le prend pas. Alors il faut que je vois si tout en PDF ça rentre dans Pronote. Dans ce cas-là, je vous mets sur Pronote. Si jamais ça t'arrive à nouveau que tu sais pas ouvrir les documents Word, sache quand même que sur Internet, tu peux télécharger un programme gratuit qui te permet de lire les docx. Avec juste le risque que les équations, peut-être, ça sorte pas terrible. Ça, il faut vérifier. Dans toutes les formules, voilà. Et les matrices et compagnie. Voilà. Tu essaieras si je peux pas le mettre en PDF. Mais je vais essayer de le mettre en PDF pour la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors ceci dit aussi, si tu l'ouvres avec des programmes de Google, comme Google, je sais plus comment ça s'appelle, le traitement de texte de Google, bon, enfin peu importe, je pense que ça marche. Alors, bon, alors attendez, je vais vous charger le cours, je vais vous le remettre, comme ça on verra exactement ce que c'est. Ah, j'ai rajouté une table des matières d'ailleurs, comme il commence à y avoir 20 pages. Alors, d'ailleurs, ça tombe bien, je m'en sers pas. Alors, c'est le 2... J'arrive. La propriété 2-2-1. D'accord, petit c. C'est ça. On a écrit la preuve en dessous. Propriété 2-2-1. Petit c. Voilà. Ok? Voilà. Bon, regardez ça. D'autres questions? Ah, ouais, une question qui sort des sentiers battus, c'est bien.
Est-ce que la rotation d'une sphère autour d'un plan passant par le centre de ce cercle, tu veux dire de la sphère, donne une hypersphère de cette sphère? Alors, qu'est-ce que tu entends par hypersphère? Donc, tu veux dire de dimension supérieure, c'est ça? Donc, un objet de dimension 4. Le centre de ce cercle, je vois pas de quoi tu parles. Alors, je peux essayer de t'expliquer ce que c'est qu'une hypersphère. Non, pas du cercle, mais passant par le centre de la sphère. D'accord. Alors, si tu fais tourner une sphère sur elle-même, est-ce que ça dessine une hypersphère? Est-ce que ce mouvement représente une hypersphère en dimension 4? J'ai envie de te dire non. Il faudrait en fait, non pas que tu la fasses tourner, mais que tu la contractes vers son centre. Alors attends, je réfléchis. Et que tu la... Alors il faut que tu partes d'un point. Tu pars d'un point, c'est-à-dire qu'en gros, ta sphère est réduite en son centre. Puis tu augmentes progressivement le rayon jusqu'à atteindre le rayon de ta sphère. Et puis tu la recontractes à nouveau. Alors il faut le faire à une certaine vitesse. Et ce faisant, le petit film que tu es en train de faire représentera une hypersphère. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en dimension 4, c'est pour te faire une analogie. Quand tu prends une sphère, une vraie sphère, et que tu la coupes par un plan, donc en gros, tu regardes ce que ça donne en dimension 2. Tu obtiens un cercle. Mais selon l'endroit où tu coupes, il est plus ou moins grand, plus ou moins petit. Si tu coupes au pôle, c'est juste un point. Donc par analogie, une hypersphère en dimension 4, si tu la coupes par un plan de dimension 3, sous l'espace en fait, bah, tu vas obtenir une sphère de rayon inférieur, avec toutes les valeurs possibles entre 0 et le vrai rayon. Donc en fait, si tu mets ça en cinématique, bah, ça va faire une sphère qui se dilate et qui se contracte. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je te ferai des dessins si tu veux. Il y a une autre façon de le voir, c'est de l'écrire d'ailleurs dans un logiciel. Tu écris x2 plus y2 plus z2 plus t2 égale 1, et puis tu fais varier le temps. On peut presque le faire avec GeoGebra. Ça répond à ta question, Charles? Donc ça reste comme ça à l'oral, ça reste compliqué. Voilà. En fait, c'est exactement le même principe, sauf que tu as une dimension de plus. Donc au lieu d'avoir des cercles qui augmentent et qui diminuent, tu as des sphères qui augmentent et qui diminuent. Ok? Mais elles le font à une certaine vitesse. C'est là où il faut... Sinon, c'est pas une hypersphère que tu vas représenter, mais un espèce de truc qu'on pourrait appeler, selon la forme que tu lui donnes, un hypercone ou un truc comme ça. Alors quand je dis hypercone, je tiens à préciser que je ne fais pas des propos misogynes. Alors, la somme des nombres de 1 à l'infini, oui, les nombres entiers, ça fait moins 1/12. Non, alors, bon, je peux vous en parler si vous voulez. Mais effectivement, alors il y a une certaine façon de calculer une somme où on trouve ça. On t'attend un truc infini, on trouve moins 1/12. Et en plus, ce moins 1/12, il est en rapport avec une constante physique du vide qui a cette valeur aussi. Alors ça me dépasse, hein, l'aspect physique. Mais en mathématiques, c'est une sorte d'entourloupe. La loi de Casimir, merci. Vous en savez plus que moi, monsieur de Grémont. Alors, c'est sur la procédure pour la faire et pas la représentation. Alors, tu veux dire comment on peut dessiner ça à l'aide d'un logiciel, c'est ça? C'est ça ta question, Charles. Alors, je vais t'aider si tu veux, je vais te l'écrire. Donc en fait, l'équation d'une sphère de dimension 4, c'est ça. x2 plus y2 plus z2 plus t2 égale 1. Alors ça, c'est une sphère de centre 0, une hypersphère de centre 0 et de rayon 1. D'accord? Tu t'aperçois qu'il y a 4 variables, et c'est normal, on est en dimension 4. Ok? Donc comment on va représenter ça? Alors j'ai pris t volontairement, t comme le temps. La quatrième dimension, on va dire que c'est le temps. D'accord? Et selon le temps qui s'écoule, alors il peut s'écouler à l'endroit ou à l'envers, hein, c'est une dimension comme les autres, et ben tu vas voir que ta sphère, elle va changer. En prenant par exemple pour t égale 0. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, tu remplaces t par 0 dans l'équation. Et tu vas obtenir donc x2 plus y2 plus z2 égale 1. Ben ça,
c'est une sphère en dimension 3 de centre 0 de rayon 1. D'accord? Donc en fait, à l'instant 0, tu obtiens la sphère maximale. Mais si je prends par exemple t égale, on va prendre une autre valeur, on va prendre un quart, un demi, pardon. Donc qu'est-ce qui se passe au bout d'une demi-seconde? Ça m'énerve ce truc, hein. Chaque fois il me sort, il me change la police. Alors pour t égale 1,5, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas obtenir une nouvelle équation, donc je remplace t par 1,5, je fais passer de l'autre côté, j'obtiens x2 plus y2 plus z2 égale 3 quarts. D'accord? Et là, qu'est-ce que tu obtiens? Donc ça, c'est quoi? C'est une sphère. Donc c'est une sphère. Je sais pas ce qui se passe là. Sphère. De centre 0, ça change pas. Mais de rayon. De rayon. Est-ce que tu as compris quel est le rayon de cette sphère? Charles. Donc là, j'ai une équation x2 plus y2, je vais t'agrandir un peu. J'ai x2 plus y2 plus z2 égale 3 quarts. Donc c'est une sphère de centre 0 et de rayon. Tu vois ou pas? Non? Théorème de Pythagore? Racine de 3 sur 2. D'accord? Donc le rayon, là, il a diminué. Alors en fait, on peut généraliser ça en écrivant x2 plus y2 plus z2. En fait, je fais passer le t2 de l'autre côté, c'est 1 moins t2. Donc quand le temps s'écoule, qu'est-ce qui va se passer quand t modifie ses valeurs? En fait, ce que tu vois ici, c'est le carré du rayon de la sphère. Tu vas obtenir une sphère qui va changer de forme. Alors pour t égale moins 1, tu vas obtenir un seul point. Pour t égale 1, tu vas obtenir un seul point, puisque le rayon sera égal à 0 dans ces deux cas. Et pour toutes les valeurs intermédiaires, tu vas obtenir des rayons intermédiaires, et le rayon maximum sera obtenu quand t est égal à 0, et tu auras la sphère de rayon 1. Donc tu vas avoir comme ça une sphère qui gonfle et qui se dégonfle. Et là, si tu veux, la façon dont elle se gonfle et se dégonfle est gérée par ce paramètre-là. Donc comment on pourrait le représenter? Tu prends un logiciel qui affiche des trucs en dimension 3, tu écris cette formule, et tu fais variété. Alors le logiciel peut le faire, hein, enfin il y a beaucoup qui le font. Donc tu vas avoir ta sphère qui bouge. Alors elle ne tourne pas en fait, elle gonfle et elle dégonfle. Elle part d'un point, elle gonfle et puis elle revient à l'état de point. Et là tu auras dessiné une hypersphère en dimension 4. Ok? Donc tu as une version 3D de GeoGebra si tu veux essayer de le faire. Ça marche, ça doit être simple. Ça va Charles? Oh. Il est là au moins parce que si je parle tout seul. Oui, bah en fait c'est une façon de représenter les choses, mais mon pauvre, on peut pas faire autrement. Si tu veux vraiment faire une représentation, on peut pas faire autrement. Alors en fait, si on pourrait essayer de faire ce qu'on appelle une projection peut-être isométrique, il faudrait que je réfléchisse à ça, j'en ai jamais fait, mais ça sera en 3D de toute façon. Si tu veux, dessiner ou représenter, on peut le faire qu'en 2D ou en 3D. Voilà. C'est malheureux, mais on peut pas se déplacer dans la quatrième dimension. Donc une astuce pour le visualiser, si tu veux, c'est de considérer que la quatrième dimension, c'est du temps qui passe. Bah, sur la fabrication, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment... c'est ça que je comprends pas trop. Si tu veux fabriquer un objet en 4 dimensions, c'est un peu tendu quand même. Est-ce que tu as un micro? Parce que sans rire, c'est un peu lourd là. Alors moi, je sais pas fabriquer d'objets de dimension 4.
Alors non, ce que vous pouvez fabriquer concrètement, c'est forcément en dimension 3, d'accord? Mais Ah, il a un micro, monsieur, vraiment, je t'écoute. Ça va être plus pratique. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que, ben, par exemple, quand on prend un cercle, Hmm. on lui fait une rotation de 180 degrés Ouais, autour d'un centre, on obtient ouais. un cercle. Autour de quoi? Ça, c'est en passant de la deuxième à la troisième dimension, on fait une rotation sur un objet de dimension 2, donc la droite, le diamètre. Et du coup, est-ce que si on répète le même procédé à partir de la dimension 3, mais que si du coup on prend un plan, est-ce qu'on peut obtenir, enfin, on peut dire qu'on obtient une hypersphère? Alors attends, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, quand tu dis je fais tourner mon cercle, tu es déjà en dimension 3. D'accord? En fait, si tu imagines Mais un le faire cercle, tourner en dimension 4, non, là non, c'est mais pour l'instant, on va rester modeste. On va partir sur ton cercle qui est un objet de dimension 2. D'accord? En fait, tu le fais tourner, par exemple, autour d'un de ses diamètres. C'est ça, mais tu le fais tourner dans l'espace. oui. Et en faisant tourner dans l'espace, effectivement, il va générer une sphère. Donc en fait, tu considères déjà que tu as un cercle de dimension 2 plongé dans un espace de dimension 3. D'accord? Et tu le fais Ah oui. tourner autour de son diamètre. Bon. Effectivement, si tu regardes le lieu de passage des points, ça va dessiner une sphère. Alors Delakim s'en va. Au revoir, jeune homme. Alors, comment on pourrait faire avec une hypersphère? Donc, il faudrait faire une espèce. Au revoir, Abdelhakim. Il faudrait faire donc une espèce de rotation. Alors, par rapport à un plan équatorial. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu veux en visualiser de ta rotation? D'accord? Qu'est-ce que tu veux en visualiser? Parce que si on était vraiment uniquement en dimension 2, par exemple, on a une petite fourmi. Quand tu fais tourner ton cercle, qu'est-ce que tu en vois? Bah, tu vois en fait que la projection de ce cercle sur un plan horizontal. Et qu'est-ce que ça va donner quand tu le projettes sur un plan horizontal? Ça va donner des ellipses. D'accord? Oui, Je ne sais pas si tu vois le truc ou pas. oui, oui, si, si, je vois. Bon, en fait, si je commence à faire tourner mon cercle en 3D, et si je suis juste une fourmi qui est sur un plan, qu'est-ce que je vais voir de ce cercle qui bouge dans l'espace? Je vais voir que sa projection dans le plan. Et les projections, si je dis pas de bêtises, les projections de ce cercle, ça va donner une ellipse qui finit par se projeter sur le diamètre quand ton cercle est la perpendiculaire du plan. Il se projette en un segment, en fait, qui est le diamètre. Et les étapes intermédiaires, ce seront des ellipses. Donc tu as un cercle qui s'aplatit un peu. La fourmi, elle va avoir un cercle qui s'aplatit et qui devient un segment. Ok? Hmm. Donc si on fait la même chose en dimension supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Si On je va voir suis une ellipse. toujours une être humain considéré comme une fourmi qui ne voit pas la dimension 4, je vais juste pouvoir représenter les projections de mon hypersphère en dimension 3. Et donc je vais voir un ballon de foot qui finit par s'aplatir comme un ballon de rugby et qui finit par ressembler à un plan. Le plan, le plan perpendiculaire au plan autour duquel il tourne. Si je dis Ok. pas de conneries. Parce que là, il faut que je réfléchisse. Est-ce que tu vois? Mais On va voir une ellipse de plus en plus ouais, en fait, de la même façon que le cercle s'aplatit pour devenir un segment, ta sphère va s'aplatir, ça va être ce qu'on appelle un ellipsoïde, c'est-à-dire un ballon de rugby, hein, pour faire simple. Et à force de l'aplatir, de l'aplatir, de l'aplatir, au revoir Mathieu, ça va donner, alors pardon, ça va donner un disque. D'accord? Ça va donner un disque une fois qu'il est complètement aplati. Ok. Ouais. D'accord, d'accord. Il faut que j'y réfléchisse aussi, que je vois si je peux te dessiner des trucs, parce que là, c'est pas évident. Il faut que j'arrive à dessiner. Je suis pas sûr à 100% de ce que je te raconte là. Après, ça peut se traduire par des équations. C'est ça qui est sympa. Si on peut tout mettre en équation, et dans un logiciel, on peut vraiment voir ce que ça donne. Mais le truc, c'est que de toute façon, ce procédé en dimension 4 pour générer une hypersphère, tu peux pas le décrire de l'extérieur. Parce que toi, tu es la fourmi qui est cantonné à un plan, ou l'être humain qui est cantonné à un truc de dimension 3. Donc tu peux pas sortir de ton plan pour voir ce qui se passe. Enfin, de ton espace. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc tu peux décrire un procédé de fabrication si tu veux. Mais tu ne le verras pas de l'extérieur. Tu verras que des projections. C'est-à-dire des aplatissements. Ça va?
Oui, c'est bon. Voilà. Alors, la seule façon de visualiser la dimension 4, c'est ce que je te disais, c'est le temps. C'est de montrer de la dimension 3 qui bouge. Et les projections, du coup, c'est l'état de la dimension 3, de la dimension 4 à un instant donné. Qu'est-ce que ça donne? On la projette en dimension 3. Ok? Ok. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est bon, c'est bon. Bon. Après, je vais regarder parce que je sais qu'il y a des types qui sont fortiches pour faire ça. Je vais regarder si je trouve des trucs quand même. Après, juste pour conclure, est-ce que tu connais la blague des mathématiciens qui assistent à une conférence d'un super haut niveau? Peut-être que je vous l'ai déjà raconté cette blague. Non, je connais pas. Je sais pas. Si c'est avec le. Ouais. Non, je crois que je connais pas. Alors, c'est un mathématicien, tu sais, dans une université, là. Il y a un type qui a gagné, là. Oui, je l'ai déjà fait, mais il s'en souvient pas, monsieur. C'est pas grave. Donc, tu as un mathématicien et un physicien qui sont collègues, hein, qui vont assister à une conférence d'un type qui a gagné la médaille Fields, je sais pas quoi. C'est un truc super compliqué, c'est des objets de dimension 9. Tu vois, c'est même pas de dimension 4, c'est de dimension 9. Et le physicien, il est là, il comprend rien. De quoi ça parle? Il voit que son collègue est vachement attentif, enfin, il a l'air de comprendre. Et il lui dit, au bout d'un moment, tu vois, presque énervé, mais comment tu fais pour visualiser des objets de dimension 9? Alors l'autre, il dit, t'es bête ou quoi? C'est pas compliqué. Tu les visualises en dimension n et puis tu prends n égale 9. Non, c'est pas rire. Voilà. Ah, ça fait rire mademoiselle Barthélémy, c'est bien. Donc en fait, c'est une façon de dire que les matheux sont capables de visualiser des trucs de dimension n. Enfin, pas moi. Hein. Voilà. Ils ont suffisamment le sens de l'abstraction pour ça. Alors tu vois que déjà, même la dimension 4, ça a l'air un peu galère. Hein. Voilà. C'est pas très grave. Bon, bah écoutez, sur ces remarques philosophico-mathématiques, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et puis on en reparle mardi si tu veux, Charles. Ok, merci. Voilà, merci à tous. À bientôt. Alors j'ai une question de Romain. Ah, il veut savoir s'il a fait juste. Alors fais voir, c'est juste la ligne où tu as écrit on écrit K égale qui m'intéresse. Je t'en reparle. Alors, au revoir tous les autres. La fin de ta question, je t'en parlerai. Ça sert à quoi de dire que K est un multiple de 5? En fait, on peut s'en passer en réalité. Oui, ce que tu as fait, c'est juste. En fait, c'est plus simple que ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc c'est très bien. Voilà, donc on en reparle mardi, mais tu le corrigeras mardi. Hein? Voilà, ça marche. Au revoir à tous.